Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui monte de plus en plus, qui s'appelle tout simplement la cybersécurité. Et pour cela, j'ai invité un expert que je vais vous présenter, qui va répondre à toutes mes questions. Bien entendu, c'est lié à la business analyst et vous allez voir que dès qu'on vient dans une entreprise pour l'aider à résoudre un problème, quel que soit le problème, on fait de la business analyst. Et là, en l'occurrence, la problématique, c'est lié à la cybersécurité. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst, également formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu, tout ça autour de la business analyse. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet, si vous voulez bien sûr découvrir de manière détaillée la business analyse, et puis également les formations, les coachings que je propose à ceux et celles d'entre vous qui veulent se professionnaliser. Vous trouverez également en description de cette vidéo toutes les informations liées à Gaël, si vous voulez le contacter. Et puis, écoutez, je crois qu'on va commencer là. Bonjour Gaël, je suis très heureux de te recevoir sur ma chaîne. Je fais pas beaucoup d'interviews et tu fais partie des personnes que j'avais envie d'interviewer, puisque c'est un sujet, encore une fois, qui monte, qui monte. Bonjour Alice. Alors, avant de te passer la parole, je vais parler à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et redonner quelques statistiques. Mais toi, tu en as beaucoup plus. On a un peu préparé cette interview au préalable et bien entendu, tu vas pouvoir étayer et étoffer tout ce que je vais introduire. Alors, la première chose, moi, je me base sur un rapport de Deloitte, Hiscox Deloitte, qui est assez récent et qui montre notamment que 90% des cyberattaques sont associées au crypto-mining. 92% des malwares sont délivrés par mail. Également que 56% des décideurs informatiques estiment que le phishing, que le hameçonnage donc constitue leur principale menace de sécurité. Également, dans ce rapport, on a comme information que 77% des cyberattaques n'ont pas de fichiers joints. Également que 54% des entreprises qui ont déjà connu un incident de sécurité, ont déjà connu pardon, un incident de sécurité de leur système de contrôle industriel. 61% des organisations ont déjà connu un incident de sécurité IoT, donc l'Internet des objets, et également que cela prend environ 191 jours à une entreprise pour identifier ces brèches de sécurité. Donc, ça va être la thématique de ce jour. Donc, comme vous me connaissez un petit peu, en général, j'ai deux écrans. Je mets mes notes à ma droite. Je peux regarder comme ça Gaël face à moi. Alors Gaël, je te présente en deux trois lignes, mais après je te laisserai expliquer un peu plus en détail qui tu es. Donc toi, tu es de formation en tant que chercheur en mathématiques discrètes. Tu as donc gardé le goût pour la recherche de solutions pour tes clients, de la transmission de ton savoir également à tes pairs. Tu as été expert en divers thématiques dans le digital. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, mais tu as d'autres expertises. Également entrepreneur, tu as été directeur conseil, également consultant. Et donc, pour toi, forcément, l'analyse des besoins est l'essence même de ton activité, parce que sans cela, tu ne peux pas proposer de solutions, que ce soit en cybersécurité ou dans le digital, qui est donc une des nombreuses cordes à ton arc. Alors, si tu veux peut-être te présenter à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, je Oui, te laisse merci la parole. Alice. Je m'appelle Gaël Payet. Donc, actuellement, je suis directeur conseil d'un cabinet de conseil qui s'appelle InQuest, qui intervient autour de la gestion de crise, de la réponse à incidents, à la fois en réaction, mais également en remédiation, en restauration des systèmes et surtout en prévention. Et dans ce cadre-là, on propose par exemple des prestations d'exercice de crise et des diagnostics cyber, tout un tas de services de conseil liés à la cybersécurité. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que moi, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, parce que déjà, on le voit de plus en plus dans les projets de système d'information ou dans des projets tout court. Même si à la base, on ne vient pas proposer, nous, en tant que business analyst, une solution liée à la cybersécurité, c'est un sujet qui va émerger à un moment donné. Et ce, de plus en plus. On le disait en préparant l'interview, les anglo-saxons, l'Amérique du Nord notamment, ils ont quand même pas mal d'années d'avance par rapport à nous francophones sur cette notion de cybersécurité. Et pourquoi je dis ça? C'est que notamment l'International Institute of Business Analysis, qui est l'un des schémas, le schéma déjà historique concernant la business analyse, et qui est donc fondé par nos amis du Canada, à Toronto, en 2004-2005, eh bien, il y a déjà une certification internationale qui est vraiment dédiée à la cybersécurité.
cybersécurité. Donc là, on retrouve le business analyst vraiment spécialisé en cybersécurité. Moi, quand j'ai vu apparaître cette certification, ça m'a assez étonnée parce que bah, j'avais la même connaissance et la même maturité que beaucoup de Français, c'est-à-dire pour moi, c'était uniquement de la technique et je voyais pas ce qu'un business analyst pouvait faire dedans. Bien entendu, et on va le voir ensemble avec toi, Gaëlle, si, il y a beaucoup de techniques, de méthodes qu'on emploie en business analyse, notamment pour aller recueillir les besoins et pour aller proposer les meilleures solutions possibles, qui sont applicables dans ce domaine ultra spécialisé de la cybersécurité, qui est donc crucial. Et donc ça, c'est une des choses que je voulais qu'on aborde ensemble. Pourquoi finalement la cybersécurité est aussi importante, aussi cruciale pour les entreprises? Quelle est ton expérience et vis-à-vis de tes clients, par exemple? Alors, tout d'abord, la cybersécurité a pris après le Covid une importance particulière, car le Covid a donné jour à des attaques qui n'avaient pas lieu jusqu'à présent avec la mise en place du travail à distance. Donc, c'est un des premiers vecteurs d'accélération. Le deuxième vecteur, c'est la possibilité pour les attaquants, dans le cadre de ransomware, de disposer avec les bitcoins de portefeuilles virtuels. Alors, le bitcoin, c'est basé sur la blockchain, la chaîne de blocs, qui, d'un point de vue paradoxal, apporte une traçabilité sans faille, mais d'un autre côté, permet aussi à certains attaquants de se cacher et d'être complètement anonymes. Donc, le Bitcoin, le Covid, on lance des attaques et on peut se faire payer. Auparavant, on devait passer par un système monétaire traditionnel et ce n'est plus le cas. Les entreprises, dans leur chaîne de valeur, la donnée, on appelait ça le nouvel or noir, hein, la donnée a une importance vraiment cruciale. Aujourd'hui, on n'a pas une opération de fusion-acquisition qui ne fait pas, en plus de ce qu'on appelle la due diligence IT, donc sur l'informatique, commence à faire des due diligence cyber. Ça, c'est tout nouveau. Quand je dis c'est tout nouveau, ça fait quelques années. Mais on a de plus en plus de fonds d'investissement, qui sont nos clients parfois, qui font appel à des experts cyber pour aller faire un diagnostic cyber avec des entretiens, ou alors qui vont faire un scan de vulnérabilité externe, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir le digital footprint et voir s'il n'y a pas des failles, des vulnérabilités sur la surface d'exposition de l'entreprise. C'est primordial car les attaquants, quand ils font des attaques ciblées, ils vont aller chercher et scruter la surface d'attaque, et plus grand délai, plus facile l'attaque sera. Donc, plus d'attaques facilement faisables et une chaîne de valeur avec des données qui prend de plus en plus d'importance. On a dans les victimes qu'on aide des entreprises qui sont des entreprises du primaire, pur primaire, mais qui ont dans leur chaîne de valeur de l'IoT, qui ont dans leur chaîne de valeur des processus de fabrication qui sont informatisés. On a des hôpitaux également. Un hôpital, tout est informatisé. Il y a évidemment des procédures qui sont en mode dégradé, mais pas toujours. Elles ne sont pas toujours connues. Ça demande beaucoup de temps et les hôpitaux n'ont pas forcément beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça que la cybersécurité est devenue un enjeu primordial de toutes les entreprises, de toutes les collectivités, de tous les établissements publics. On y apporte une certaine importance. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quel sens on le fait? Et c'est là que l'analyse business, la business analyse prend toute son importance. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire que quel que soit le secteur, en fait, la cybersécurité maintenant, c'est pas réservé en fait à des banques ou à on va dire des secteurs qu'on peut dire ou qu'on peut imaginer assez facilement comme sensibles. Là, tu parles du secteur primaire, donc l'agriculture, donc ça tous les secteurs sont touchés en fait? Tous les secteurs sont touchés et toutes Mmh, les tailles d'entreprise. d'accord. J'ai été récemment en contact avec une entreprise opérateur de transport qui pense qu'elle est trop petite pour s'occuper correctement, on va dire, de la cybersécurité. En fait, non, toutes les entreprises sont soumises à des attaques. Tous les particuliers aussi, hein, tous les jours, vous recevez des SMS, Ouais. vous avez des QR codes qui sont maintenant imprimés sur des formulaires de l'ANTAI pour la France, hein, mais c'est ça dans tous les pays, où on vous demande de payer une amende. Et en fait, cette amende vous permet à l'attaquant de télécharger ou téléverser sur votre smartphone un petit virus, un petit ransomware, un petit malware qui va faire en sorte soit de chiffrer votre appareil, soit de récupérer des données. Et en fait, tout ça, ça fait montre d'une progression de la cybersécurité. Les autorités se sont mises en quatre
pour prendre en compte cela. On a une très très bonne agence nationale, l'ANSSI, hein, pour ne pas la nommer, qui a mis en place tout un tas de comment dire, de mesures pour aider les entreprises. C'est aussi avec la promulgation de Nice 2 qui va toucher, en plus de Nice 1, beaucoup d'entreprises, hein. Euh, Alors Nice 2, tu peux juste expliquer pour les gens comme moi qui ne maîtrisent pas bien, c'est quoi? C'est des réglementations? alors, c'est une réglementation européenne, euh, on va dire en quelque sorte que c'est l'équivalent du RGPD, mais pour la cybersécurité. D'accord. L'IS1, c'était pour les organismes vitaux, les organismes stratégiques essentiels. NIS 2 étend son champ de compétences et on va avoir énormément de sociétés dans tous les domaines d'activité qui vont devoir se mettre à un certain niveau. D'accord, Alors, c'est un donc tu es en train de dire qu'en fait, là, les entreprises, quel que soit leur secteur, elles vont progressivement être obligées de se soumettre à cette réglementation européenne. Alors nous, c'est vrai qu'on est au courant de RGPD, d'ailleurs, j'utilise souvent comme référence quand tu parles de, en tant que business analyst, on doit faire en sorte de proposer et de concevoir la meilleure solution possible qui tienne compte des contraintes extérieures et notamment, du RGPD pour la plupart, parce que c'est connu, hein. Là, tu es en train de dire qu'en cybersécurité, maintenant, on a aussi ces réglementations auxquelles sont soumises les entreprises. D'accord. oui, oui. Alors attention, c'est pas toutes les entreprises. C'est beaucoup plus d'entreprises que NIS1 qui étaient vraiment sur des opérateurs de services essentiels ou des opérateurs d'importance vitale. Là, on est sur un spectre d'entreprises plus large, mais on n'est pas sur toutes les entreprises. D'accord? D'accord. Mais petit à petit, on voit un mouvement de fond qui pousse les entreprises à s'équiper. On a l'Institut Montaigne qui a proposé à ce propos une classification parce que le RGPD, qu'on soit 10 employés ou 100 000, comme Google, on est soumis au même règlement, au même niveau. Là, on a des gens qui ont réfléchi à mettre en place des niveaux qui permettent de graduellement renforcer sa cybersécurité parce que ça coûte cher, hein. C'est comme si on veut être CMMI, pour citer de la gestion de projet, le Capability Maturity Model Information, je crois que c'est ça l'acronyme, je ne suis pas certain. En fait, ça coûte du temps, ça coûte des gens, ça coûte de l'argent. Donc, une petite entreprise, c'est illusoire de penser qu'elle va pouvoir se mettre au même niveau qu'une entreprise multinationale qui brasse, par exemple, des fonds très, très importants. Donc, il y a plusieurs niveaux qui sont prévus pour que les entreprises se mettent au bon niveau, qui est le leur relativement. Et ça, c'est tout nouveau et ça sort grâce à l'ANSSI notamment. D'accord, hein, merci pour la contextualisation. Alors, comment est-ce que tes clients te contactent? Donc, parce que là, c'était une question que j'avais, c'était comment identifie-t-on les risques liés aux failles en cybersécurité? Mais finalement, toi, les clients qui viennent te voir, c'est parce qu'ils ont déjà été, ils ont déjà été hackés ou il y a déjà eu une faille de sécurité qui les a mis en péril, ou est-ce qu'ils anticipent et ils viennent te voir? Donc, quelque part, comment tu vas identifier aussi, toi, les risques liés à leur faille de sécurité? Bon, il y a deux questions en une, mais je te laisse Alors, y répondre. il y a une première question plus euh, comment est-ce qu'on fait quand on est une entreprise pour contacter un expert cyber? Il y a plusieurs éléments qui sont possibles et on tape expert cyber et on va tomber sur une liste d'experts cyber qui sont labellisés par l'organisme gouvernemental qui s'appelle Cybermalveillance, qui permet à tout un chacun de déclarer un sinistre et d'obtenir de l'aide auprès d'experts. Il n'y a pas que les experts cyber, il y a aussi des gens qui sont inscrits là et qui sont pas du même niveau, mais qui peuvent être parfaitement compétents. Pour InQuest, on a effectivement des victimes. Donc les victimes, on va les accompagner pour améliorer leur sécurité une fois qu'elles auront redémarré leur système d'information. Car comme tu le disais, on a plusieurs victimes dont l'attaque a été le coup fatal. On peut citer une grande enseigne, alors je ne donnerai pas le nom, mais une grande enseigne de vêtements féminins, un réseau de distribution qui a fermé très récemment, qui vient d'être repris, je crois. En fait, c'est une entreprise qui était relativement fragile, hein. Le domaine du commerce de détail, du retail, c'est un domaine qui est assez dur, qui est âpre, hein, avec des marges qui ne sont pas évidentes et qui est soumis à beaucoup de contraintes. Et en fait, l'attaque cyber les a laissés pendant 3 mois en dehors du circuit. Ça a été fatal. Donc, elle n'est pas morte au bout des 3 mois, hein. Elle est morte au bout de 9 mois. Elle est morte de quoi? De défaut de trésorerie.
une autre entreprise qui fabrique des menuiseries d'aluminium, hein, une jolie entreprise, une ETI d'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près le même type d'activité qui s'est passé en fait. Au départ, vos clients, vos fournisseurs font montre de compréhension. Alors, ils ont peur pour leurs données, mais ils font montre de compréhension. Et puis, au bout d'1 mois, vos clients, ils vont aller chercher un autre fournisseur. Et vos fournisseurs, ils vont aller chercher d'autres clients. Donc, tous les accords d'exclusivité, tous les accords d'approvisionnement vont tomber. Au bout de 3 mois, vous redémarrez, peut-être qu'ils vont revenir vers vous, mais c'est pas sûr. Et donc, au bout de 9 mois, vous avez plus réussi à récupérer vos clients. Vos fournisseurs font défaut parce qu'ils n'ont pas des capacités infinies de production et vous vous retrouvez mort. Donc, une attaque rançongiciel, il faut s'y préparer. Je reviens à la question que tu avais, Alice. La question initiale, c'est est-ce que tu as d'autres clients que les victimes? Oui, on a d'autres clients que les victimes. C'est un métier, on se considère nous comme des tiers de confiance. Donc, on va petit à petit avoir notre clientèle qui va faire notre publicité. Et petit à petit, de plus en plus, on a des clients qui parlent à d'autres clients parce que c'est quand même la cybersécurité quelque chose qui monte, comme on disait, avec les réglementations, avec les nouvelles normes desquelles on doit être auxquelles on est soumise, pardon, et également parce qu'on a de plus en plus de personnes qui sont victimes. InQuest, en 2023, c'est plus de 850 incidents traités, environ 150 ransomware. Donc, ces gens-là, c'est dans la France entière et on a des multinationales. Donc, ces gens-là vont parler de nous, mais pas de nous. Ils vont parler de leur incident. Et quand une entreprise concurrente, confrère ou un client, un fournisseur va demander mais d'accord, mais comment as-tu fait? Qui me conseillerais-tu? À ce moment-là, on peut avoir InQuest. Alors, c'est vrai pour InQuest, mais ça peut être vrai pour n'importe quel autre de nos confrères. Et et du coup, moi, je pensais à des missions que j'avais faites où, par exemple, on identifie, donc tu sais qu'en tant que business analyst, on peut être amené à faire des analyses des risques et des opportunités et on peut identifier au niveau risque métier, un risque lié à la cybersécurité, mais nous, on n'est pas experts. Donc en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'intervenir, auprès, dans des alors ça peut être des projets de système d'information ou autres, où on te fait venir comme expert, comme, partie prenante en fait pour que tu Oui, puisses aider à cette analyse des risques et on va parler après du plan de réponse au risque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu voilà. oui, alors ça m'est déjà arrivé. Pas avec un business analyst, mais plutôt avec soit un commissaire aux comptes, soit un expert comptable, qui ont intégré dans leur mission, parce qu'ils vont faire une revue des risques, hein, les commissaires aux comptes, et ils intègrent dans leur mission un petit peu plus que ce qu'ils faisaient au préalable. Est-ce que vous avez une sauvegarde de votre base de données? Est-ce que vous Ouais, changez les mots d'accord. de passe? Ils commencent Mmh. un petit peu à rentrer, mais ils ne sont pas experts cyber, mais ils commencent quand même à rentrer dans le jeu de cette analyse de risque cyber. Et puis ensuite, ils vont faire appel à des professionnels, à des gens qui sont dans les cabinets de management des risques ou des grandes ESN, hein, françaises, qui ont des départements spécialisés. Donc, on a en fait la possibilité, avec les ESN qui s'occupent déjà de vous, ou avec des gens qui font du management des risques, de disposer d'experts cyber qui vont aller sur des niches. J'aimerais le citer, la fonction de RSSI, qui était une fonction, il y a une dizaine d'années, réservée soit à une élite, soit un placard. En fait, c'était soit on ne savait pas trop, selon Alors RSSI, est-ce que tu peux donner la pardon, traduction désolé. de C'est l'acronyme? responsable de la Responsable? sécurité des systèmes d'information. OK, merci. Dans toutes les entreprises qui ont un petit peu d'importance, on a à présent un RSSI et on a même nous on fait des missions de RSSI à temps partagé où on fait de l'accompagnement de RSSI sur certains points très particuliers parce que la mission du RSSI est devenue de première importance. Alors, elle l'a Mmh. toujours été, mais elle n'était pas considérée comme telle. C'est ce que je voulais dire quand je disais que des fois, on mettait les gens, mais un petit peu au placard. En fait, à tort, mais en attendant, c'était la réalité. Très bien. Alors pour vous qui nous regardez, donc un petit peu la suite, c'est vrai que je donne en général le plan. Donc là, on va peut-être parler comment tu identifies les risques liés aux failles en cybersécurité. Ensuite, on va voir comment on évalue l'impact de la menace.
Comment on élabore le plan de réponse aux risques? Après, de quelle manière on peut utiliser les bonnes pratiques de la business analyse en matière de cybersécurité? Après, il y aura des recommandations que tu peux donner aux personnes qui nous regardent, que ce soit à titre personnel ou professionnel, en tout cas dans le cadre d'une entreprise. Donc là, en fait, la question, c'est, comment quand tu peux même donner des exemples sans trahir le secret, avec la confidentialité de tes clients, mais comment tu vas identifier les risques, liés aux failles en cybersécurité? Tu avais parlé des hôpitaux, je ne sais pas si tu as des exemples, par exemple, Oui, alors j'ai des exemples sur des hôpitaux, ou sur des cliniques. Hem, Aujourd'hui, il y a 2 approches complémentaires. Il y a une première approche qu'on peut appeler diagnostic cyber. On appelle ça aussi audit SSI, donc sécurité des systèmes d'information, ou audit cybersécurité 360. C'est à base d'entretien, d'analyse documentaire. Donc là, ça établit un plan d'action. Ce qu'il faut avoir à la fin, c'est pas dire qu'on n'est pas conforme, parce que je parle pas d'un audit qui va vous certifier, par exemple, ISO 27001, hein, pour votre système de management de la sécurité des systèmes d'information, mais vraiment, ça va vous donner un plan d'action. Qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'une crise cyber ait le moins d'impact possible? Moins d'impact, ça veut dire qu'elle ne se propage pas trop et qu'elle soit moins facile à faire pour un intrus. Une autre, ça c'est la base. Et une fois qu'on a cette base-là, en complément, on va faire une analyse de risque. Et là, je repars de l'ANSSI, hein, j'ai pas d'action parce que c'est un organisme gouvernemental, mais ils sont vraiment bons et ils ont mis, alors ils étaient pas seuls, mais ils ont mis, au point une méthode qu'on appelle EBIOS, EBIOS RM, Risk Manager. Alors c'est une méthode qui et ça va répondre à plusieurs des questions du plan. C'est une méthode qui va permettre, cette méthode EBIOS-RM, en 5 étapes, de disposer, des risques résiduels qu'on va devoir traiter. Donc ça va passer par tout un tas d'étapes, de questions. On va remplir un fichier Excel, on va faire des assertions, on va prendre des hypothèses, on va mettre des pondérations et à la fin, on aura les risques résiduels qu'on doit traiter. Pour revenir à un hôpital, par exemple, quand on va faire cette analyse de risque, on va devoir décrire un périmètre. Et un hôpital, c'est un périmètre immense. Plutôt que d'attendre 2 ans que l'analyse soit faite, ou une banque, hein, parce qu'une banque, ça peut être la même chose, mais il va falloir, et c'est là que c'est intéressant d'avoir fait un bon audit cyber en premier lieu, va falloir choisir le bon périmètre, le bon élément qu'on va analyser, sur lequel on va faire notre analyse de risque. Une fois qu'on a choisi ce bon périmètre, mais on va aller plus en profondeur sur un objet, on va rajouter un autre périmètre. C'est important, c'est la même chose dans l'audit cybersécurité. Un audit cybersécurité, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut en faire un en 6 semaines. Si vous partez sur une mission un peu tunnel, globale, exhaustive, ça a un intérêt, mais à mon sens, on va s'éloigner. C'est là que l'intérêt de la business analyse fait tout son Ouais sens. et alors comment tu fais pour cadrer? Donc tu dis tu commences par, plutôt que d'auditer l'intégralité du système, hôpital, on va dire, qui est immense et qui prendrait, trop de temps, pour être réalisé. Tu vas te focaliser sur finalement un périmètre plus restreint, mais sans doute, le plus critique. Comment tu fais pour identifier est-ce que c'est ta connaissance, sectorielle ou est-ce que, tu vas parler Alors, avec la direction système d'information de l'hôpital? Comment ça se passe? j'ai presque envie de te dire, réponds-moi Alice. Non, en fait, ça peut être une partie de la connaissance sectorielle, ça peut être un des professionnels d'hôpital qui connaît très bien son métier, et c'est aussi des entretiens métiers qu'on fait. Alors, dans un entretien métier, pour savoir ce qui est critique, il suffit de commencer par la phrase: vous n'avez plus d'informatique, vous n'avez plus d'ordinateur, vous n'avez plus rien, vous n'avez même plus de smartphone. Ah, mais c'est pas possible. Si, si, c'est possible, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Combien de temps vous pouvez tenir? Combien de temps vous pouvez tenir avec un moyen dégradé? C'est quoi ce moyen dégradé? Et de fil en aiguille, on arrive à élaborer presque un plan de continuité d'activité et donc derrière de travailler sur les événements redoutés, les scénarios de menaces, les scénarios opérationnels sur lesquels on va devoir travailler pour faire cette cartographie des risques. On peut faire la même chose dans des compagnies d'assurance, mais on peut se mettre à un niveau haut et travailler par itération avec des ateliers
donc avec une D'accord. méthode post-it, idéation. Euh, alors, j'ai un petit passé de business analyst, mais en fait, je suis très intéressé, Alice, pour que toi-même témoignes des différentes techniques que l'on pourrait donner aux experts cyber. Parce que dans les bio-CRM, on est assez cadré. Il y a une certification, il faut passer 3 jours en cours, c'est très intéressant. Il y a des formateurs de très très bon niveau qui le font. Et on sort et on sait faire cette analyse de risque. Mais cette analyse de risque, à mon sens, serait d'autant plus pertinente et efficace avec des méthodes, des process, des outils d'idéation, d'élicitation, Ouais, ouais. tous Mmh. ces éléments qui sont vraiment qui sont un savoir-être, ok, mais des fois on n'a pas quand on est expert cyber. Mmh. Hein. Par contre, on C'est peut avoir un savoir-faire et c'est là que ce serait intéressant de croiser nos expériences. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, plutôt que de parler de business analyst qui serait un métier qui existe, on peut parler de business analyst qui est une discipline et qui est en fait réalisée par énormément de professionnels et c'est et on peut avoir des spécialisations. Donc on a des business analysts spécialisés dans les data, donc dans tout ce qui est analytics, mais aussi dans des ERP, donc des logiciels d'éditeurs, voire d'un module d'un logiciel d'éditeur. Et puis, bah, là, la cybersécurité, ça fait partie des spécialités, qu'on peut pratiquer en tant que business analyst parce que finalement, toi, ton travail, c'est en plus de ta connaissance de la cybersécurité et de ta capacité à proposer des réponses adaptées, bah, tu vas faire tout ce qui est recueil de l'information, donc élicitation, bah, toi, tu connais bien, élicitation, donc recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Après, bah, ça sera, l'analyse de cette information, la recommandation de la meilleure solution possible et la conception de manière détaillée de la réponse en fait, de la solution. Et ça, c'est la business analyse. Et après, c'est la conduite du changement également qui va permettre d'expliquer en fait aux collaborateurs d'entreprise, aux clients, etc. Comment s'approprier en fait la solution. Donc c'est clairement ce que tu fais, c'est la pratique très spécialisée de la business analyse, sauf que tu as vraiment cette connaissance en cybersécurité. Donc là, c'est vrai que c'est pas forcément l'objet de l'interview d'aujourd'hui, mais là où je te rejoins, et c'est parce que tu connais bien la business analyse, effectivement, on peut utiliser les techniques de business analyse pour aller recueillir cette information. Et donc, effectivement la méthode EBIOS dont tu parles, tu es en train de me dire qu'il y a 5 étapes, mais il y a certaines optimisations qui pourraient être faites en croisant avec, par exemple, la business analyse ou d'autres. Hein. Oui, c'est Donc, c'est vrai que moi, l'utilisation. ouais, Pardon, je ouais. t'ai coupé. C'est l'utilisation pendant certaines de ces étapes de Mmh, ces techniques, de ces outils, de ces processus mmh, qui permettraient à cette analyse de risque d'être mmh, encore plus pertinente qu'elle ne l'est en suivant la méthode qui est vraiment très mmh. efficace. Ouais. Mais en fait, c'est dans le savoir-faire de tout ce que tu viens de décrire. Et la Mmh, conduite du changement, c'est quelque chose d'important. Et je rebondis dessus, je me permets. Un des freins au changement qu'on a sur la cybersécurité, c'est qu'on a très rapidement, quand on est dirigeant d'entreprise, quelqu'un qui va nous dire: «Ah, c'est compliqué de faire ça». Par mmh, exemple, le MFA ou MFA, Multi-Factor Authentication, c'est l'authentification multifacteur. On connaît tous quand on se connecte à notre banque, de toute façon, on a maintenant une application SMS. Beaucoup d'entreprises ont déployé ça sur leur boîte mail, sur Outlook 365 ou Google, quel que soit l'outil qu'on va utiliser. Et en fait, cet accompagnement au changement, il est clé et il est fait de manière vraiment empirique. J'ai mmh. envie de dire. Il est vraiment fait, il est pas fait de manière propre. Et je pense qu'on aurait à gagner aussi, une fois qu'on a analysé, tiens, il faut déployer un nouvel EDR, un Endpoint Detection and Response, donc les nouveaux antivirus, hein, qui existent depuis de nombreuses années maintenant, mais qui détectent les comportements plutôt que les signatures des virus, mais les comportements des postes qui sont dits anormaux, euh, ou le MFA. En fait, c'est des points basiques, mais en fait, ces points basiques, il faut les faire passer, il faut les faire accepter parce que la sécurité, c'est utile quand on ne la contourne pas et quand elle est acceptée. Et l'acceptation de cela, c'est la sensibilisation. On va témoigner, on va dire que oui, toutes les entreprises et tout le monde peut être sujet à ça, mais c'est aussi comment je vais faire pour que l'entreprise continue à fonctionner de manière efficace avec des gens qui ne maugraient pas à chaque fois qu'ils ont à saisir un code. Oui, il faut le faire. Et voilà. Et je pense que l'accompagnement changement Ouais.
de manière propre, serait vraiment professionnelle, serait vraiment, un plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et après on va passer à la suite, des questions, mais là actuellement, il y a la notion de ChatGPT, toutes ces IA, que maintenant, tout le monde utilise. Moi, je donne des cours à des masters, franchement, il y a eu une fois, il y a une des élèves qui a oublié d'éteindre son micro, je faisais passer un quiz de contrôle continu et je l'entendais dire, «Vite, vite, ouvre ChatGPT». Voilà, donc voilà comment ChatGPT est devenu quelque chose de en quelques semaines, de très utilisé. Et notamment, avec le télétravail, les gens qui vont, les collaborateurs qui vont utiliser ChatGPT pour préparer leur PowerPoint, leur présentation et cetera, qui vont alors que c'est, du coup, qui vont, dans le prompt à ChatGPT, qui vont mettre des données confidentielles de l'entreprise et qui vont, entre guillemets, sauter les barrières de sécurité, que toi tu auras mis en Oui. tout cas conseillé de mettre en place. Et là où tu dis l'accompagnement au changement est primordial, c'est de faire comprendre, aux collaborateurs que oui, OK, ils vont gagner du temps, mais derrière, ils ont déjà cramé la barrière de cybersécurité qui a été mise en place, quoi. Oui. Alors, ChatGPT, il y a pas mal d'entreprises qui maintenant, sur ChatGPT ou sur Bard, qui est l'outil identique de Google, qui a été lancé un petit peu plus tard, mais qui est aussi efficace, on va dire. Il y a des entreprises qui bloquent l'accès à ces sites. D'accord. Après, on peut toujours y aller avec son téléphone personnel ou avec sa tablette de la maison, Ouais, ouais. mais en attendant, le blocage, il faut qu'il soit expliqué. On bloque parce Mmh. qu'on ne veut pas qu'il y ait des données de l'entreprise qui soient saisies à l'intérieur. Et un copier-coller copier de mon tableau Excel ou de mon PowerPoint ou de mon script Python, hein, parce qu'en fait, on peut avoir du Python d'analyse de données. On peut tout mettre hein, dans ChatGPT. Ouais, 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 ouais. Mais il faut que ce soit anonymisé, ça peut être fait, mais il faut que ce soit fait de manière consciente. Avec des Mmh. données anonymisées, ça ne pose pas de problème, mais il faut vraiment qu'elles le soient. Donc en fait là, merci pour te ton rebond, donc pour reprendre un peu le fil, au début tu fais un cadrage où tu vas, cibler en fait le domaine le plus critique de l'entreprise et après tu vas procéder par itération pour augmenter ce périmètre d'analyse pour on est toujours dans l'analyse du risque en fait, comment identifier le risque, donc tu vas le faire de cette manière-là en allant faire du recueil des besoins, des interviews auprès des collaborateurs de ton client, donc là on parlait de l'hôpital. Après, alors je sais pas si tu veux terminer là-dessus, sinon, la question suivante, c'est, comment est-ce qu'on va évaluer l'impact? Puisque tu as donc pour rappeler à celles d'entre nous qui et ceux d'entre nous qui regardent, quand on fait une analyse des risques de manière, globale, hein, même je parle même pas de la cybersécurité, on a, le la cause, la cause du risque en fait. Par exemple, alors en cybersécurité tu pourras dire, mais de manière générale, donc la cause du risque. Ensuite, le risque en lui-même, c'est, ce qui se matérialise et après, c'est l'impact du risque, ce que ça a, sur l'entreprise et après on a comment y répondre à ce risque? Est-ce qu'on peut le supprimer? Est-ce qu'on peut l'alléger? Donc en fait, il y a différentes réponses, possibles au niveau du risque. Donc là, on a été dans, on est passé de comment on identifiait les risques, tu as expliqué, la manière de faire, et notamment par la méthode EBIOS. Après, comment est-ce qu'on va évaluer l'impact qu'a ce risque sur l'organisation? Comment toi tu procèdes? Alors, bon, de la même façon, hein, j'invente rien, tu l'as dit, c'est la vraisemblance, on appelle ça des fois probabilité que ce soit avéré, et l'impact ou la gravité. Et donc c'est cette combinaison, tout le monde les connaît, ces matrices, vert, jaune, rouge là, ou noir, quand, c'est à la fois très vraisemblable et très grave. Donc il faut rien avoir, comme risque dans dans cette case-là, mais on va se retrouver avec de cette même façon-là. Là, une collaboration entre, l'analyste, on appelle ça un analyste, expert cyber, qui va parler à la direction informatique ou la direction de métier pour évaluer la vraisemblance et la gravité. Et vraisemblance, on va dire qu'un directeur métier, dans une compagnie d'assurance ou, dans une entreprise de service, ne sait pas forcément. Donc là, c'est le rôle de l'expert cyber de dire si ça c'est vraisemblable, même si votre directeur informatique vous dit que non, nous traitant des centaines d'attaques, on sait oui, la fraude au président, oui, c'est quelque chose de vraisemblable. Ah non, non, mais chez nous, ça ne peut pas arriver. Parce qu'en fait, moi, je suis le seul à pouvoir faire ça. Donc il a c'est parfaitement Mmh. illustré
Donc, si vous êtes le seul, c'est que ça va arriver, hein, monsieur. Donc, les fraudes horribles, fraude au président, il y a 6 ou 7 façons de se faire ficher, de se faire hameçonner par la voix, par le SMS, par le QR code. Euh, on se retrouve à devoir se justifier. On va rentrer ensuite dans un hameçonnage ciblé ou un hameçonnage dit fraude au président. Et là, on va se retrouver avec des impacts qui sont juste de la trésorerie, hein, parce que c'est du cash, mais ça peut être aussi de l'exfiltration de données ou de secrets qui peuvent remettre en cause tout un écosystème autour d'une entreprise de belle taille. Et ça peut arriver. Alors, on a beaucoup de secteurs qui sont mis au diapason de cette cybersécurité, qui étaient très soumis à cela et qui ont fait des efforts considérables et qui sont maintenant des exemples. On peut citer l'aéronautique, par exemple, avec les gros donneurs d'ordre aéronautiques qui ont mis en place des standards très élevés autour de la cyber. Et ces gens-là, ils ont été conscients tout de suite. Pourtant, c'est des gens, on va dire, qui construisent des avions, qui aident à la construction d'avions. Donc, mais on sait qu'ils ont besoin de l'informatique. Sans informatique, ils ne peuvent pas travailler. Et qu'avec l'informatique, on peut leur voler leur savoir-faire. Donc, tout ça fait qu'ils se sont mis vraiment au diapason il y a une dizaine d'années et ils sont parmi les meilleurs des industries. Bon, je ne cite pas la banque et la finance, mais c'est assez, en banque-finance, c'est en cours de mise à un niveau un peu standard, grâce notamment à une nouvelle réglementation, hein, pareil, qui s'appelle DORA, Digital Operational Resilience Act, qui est un peu pareil, comme, alors c'est pas NIS2, c'est une réglementation, et ça touche les intermédiaires financiers et d'assurance. Donc en fait, si je résume bien, toi tu vas, donc de nouveau interroger, les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit, la partie enfin les départements de système d'information, les experts, on va dire ce qu'on appelle techniques, ou les directions métiers et si eux derrière, ils savent pas trop évaluer le type d'impact que ça pourrait avoir sur l'activité, toi tu arrives quand même avec une, c'est comment dire? Oui, Certaines, catégories dont tu m'avais montré en préparant l'interview, je crois que c'était la gendarmerie, tu m'avais montré oui. quelques impacts, habituels, je ne sais pas si tu veux en reparler. Donc tu sais que, il y a telle ou telle menace, qui se concrétise en impact, auprès des entreprises, voire des particuliers et dont tu sais peut-être orienter un peu, ou faire prendre conscience les directions métiers et IT de, bah, oui, il y a tel risque possible, voilà tel type d'impact qui sera compter ça, hein. Oui, oui, l'avantage de travailler dans un cabinet qui fait de la réponse à incident quand on est expert en cybersécurité et qu'on fait du conseil de la prévention, c'est qu'on a des histoires à raconter, mais pas des histoires qu'on a entendues à la télé, des histoires qu'on a vécues nous-mêmes. On a aidé des victimes à sortir de mauvais pas, et ces mauvais pas, ils sont connus des forces de police et des forces de gendarmerie. On travaille avec ces forces-là vraiment main dans la main, et ils ont une très bonne vision de la menace. Et cette menace-là, en fait, on a besoin de le dire, oui, ça c'est possible, c'est déjà arrivé. Ah mais comment c'est possible? Et en fait, personne n'est à l'abri. Et ça va vraiment permettre de dire, oui, vous pensez que c'est pas vraisemblable, mais en fait, non, le risque zéro n'existe pas. C'est un peu vraisemblable. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est très vraisemblable parce que l'an dernier, j'ai vu 10 personnes simplement dans notre clientèle se faire attaquer de cette façon-là. Donc, D'accord. Mmh. ça va, c'est la preuve par le réel. Ouais, et ça m'amène du coup à parce que c'est à cette notion d'éducation que tu dois faire, c'est-à-dire, avec pédagogie parce que c'est vrai que enfin moi j'ai tout au début quand j'ai lancé mon blog, j'ai eu une attaque et je me suis dit: «Mais, moi je suis rien, je suis une fourmi dans cet écosystème, pourquoi j'ai une attaque?» Donc ça rejoint ce que tu disais et moi entre guillemets ça m'a vraiment mis dans le stress alors que quelque part c'était pas très grave. Je veux dire je vendais rien encore, c'était vraiment qu'un blog à l'époque mais bon ça m'a mis HS mon site. Donc du coup après j'ai mis j'ai pris des mesures quoi. Mais c'est vrai que souvent il faut rencontrer la menace pour, prendre, conscience du risque, que ça peut avoir. Comment tu fais pour éduquer finalement tes clients, pour les amener, à un plan de réponse au risque? Parce que sinon j'imagine que, OK, tu leur as fait comprendre qu'il y avait des risques possibles, mais peut-être que pour certains risques, ils te disent: «Bon on verra si ça se passe». Comment tu fais pour les éduquer en fait? Alors, je leur donne des exemples et je leur donne des choses à faire simples.
ce qu'on peut appeler des quick wins, et je leur donne des choses à faire un petit peu plus complexes, mais avec beaucoup d'avantages à être réalisés. Donc, on est sur des recommandations, on est sur des préconisations. Après, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place, hein, mais on sait être persuasif. On a des clients qui sont à l'écoute, tous ne le sont pas, et c'est une relation de confiance, et c'est une relation aussi, c'est de la priorité. Le temps est la priorité, hein, comme disait Sénèque, on a tous le temps qu'on veut. Ça dépend de la priorité qu'on va mettre dessus. Mais des fois, quand on est on a du mal à s'arrêter pour mettre en place des plans de cybersécurité quand on court après un Mmh. plan, après les clients, ou alors qu'on a beaucoup d'activités. Moi, ce que je pourrais donner, c'est des mesures de prévention ou des mesures réflexes. Si on pourra faire une pré-conclusion si tu veux, Ouais, euh, ouais, je t'en prie, hein. qu'on a renommé. Alors, des mots de passe forts différents à chaque compte, ça, tout le monde ne le sait pas encore. Alors là, je parle aux particuliers, aux personnes qui nous regardent, qui sont des personnes physiques, hein, avant d'être des constituants de personnes morales, peut-être. Mot de passe fort différent à chaque fois. Il y a l'ANSI ou d'autres il y a des générateurs de mots de passe. Moi, j'utilise j'ai un iPhone, mais sur Google, c'est pareil. Il y a des coffres forts qui sont intégrés, il faut les utiliser. Il faut déployer une authentification à 2 messages dès qu'on le peut. Parfois, ce n'est pas obligatoire, mais faites-le s'il vous plaît. Si ce n'est pas par SMS, c'est mieux, donc avec une application d'authentification. La vigilance face aux messages suspects. Dans le doute, tant pis, on supprime. On ne clique pas. Surtout, on ne clique pas. Surtout, on ne clique pas. On met à jour ses logiciels. Oui, ça prend du temps. Oui, des fois, c'est pas possible. À un moment, il faut se poser la question de changer de matériel. On a si j'ai un PC, ça fait 10 ans, il marche parfaitement pour ce que j'ai à faire, je ne vois pas pourquoi je le changerais. Alors, si c'est votre perso et que vous avez dessus vos applications bancaires, ben, ne l'utilisez pas. Si c'est un PC d'entreprise, ben, il faut le jeter, en fait. Il faut le mettre au rebut ou le donner à une école qui s'en servira dans un circuit fermé. Parce qu'un matériel, est plus enfin, un ancien matériel est plus susceptible d'être hameçonné Alors, qu'un oui, nouveau? Ou c'est pas lié une question de c'est parce que le logiciel, oui, mais en fait, les matériels ne peuvent pas se mettre aux dernières oui, versions des logiciels. d'accord. Si, si tu as un iPhone 5, tu ne peux plus le mettre à jour depuis 4 ans. Donc, D'accord, en ouais. fait, Mmh. ton iPhone 5, si tu le laisses brancher, ben, Ouais. tu as quelqu'un qui pourra aller dessus. Pareil pour un PC, si tu as un Windows 7, ton Windows 7, il ne peut plus être mis à jour, il n'y a plus de mise à jour de sécurité. Donc, ton Windows 7, il va se faire attaquer. Dans une entreprise, c'est les applications. On a des applications obsolètes. Avant, quand on avait les applications obsolètes, on se disait, ah, va falloir la mettre à jour, car sinon, je ne vais plus avoir de maintenance si jamais ça tombe en panne. C'était ça qu'on avait en tête. Ouais. Là, c'est autre chose, c'est va falloir la mettre à jour parce qu'il n'y a plus de patchs de sécurité qui vont sortir, et que s'il y a une faille qui est révélée à tout le monde, ben, mon logiciel va se retrouver extrêmement vulnérable. Et si c'est mon logiciel d'entreprise, ben, je peux perdre ma connaissance, mes informations, mes données. Les sauvegardes régulières, les externaliser, vraiment les sortir complètement et qu'elles ne soient pas faites en continu. Parce qu'en fait, l'attaquant, il va pouvoir suivre le chemin de la sauvegarde si ce chemin n'est pas coupé. Et ce qu'il va faire en premier, c'est qu'il va supprimer la sauvegarde ou il va la chiffrer, donc la rendre impropre à l'utilisation. Donc, faire des sauvegardes avec des tests de restauration, hein. D'accord, OK. D'accord. Mmh. Faire une sauvegarde qui ne marche pas parce qu'on a plein de clients qui ont des sauvegardes qui ne fonctionnent pas. Le D'accord, VPN, d'accord. mais Je vais aller ça, tout de suite regarder les miennes après l'interview. utiliser un VPN, donc un accès à distance, hein, Virtual Private Network, pour les connexions Wi-Fi. Donc, les connexions au Wi-Fi dans les aéroports, dans les gares, c'est interdit, sauf si vous utilisez un VPN. Mais quand je dis c'est interdit, il ne faut pas le faire. Moi, j'interdis rien. Je vous Ouais, déconseille ouais. de le faire. De la Mmh. même façon, ne branchez pas un câble de recharge sur les prises USB qui sont dans les gares ou dans les Mmh. aéroports ou dans les hôtels, parce qu'en fait, il y a des gens, mais c'est vrai ce que je dis, hein, c'est pas, il y a des gens qui mettent des petits virus et qui vont prendre le contrôle de votre téléphone ou de votre PC. Donc en fait, il existe des petits dongles qui laissent passer que l'électricité quand on recharge. Mais c'est ça qu'il faut utiliser, ou alors vous utilisez une batterie externe.
Il y en a qui, ça coûte quelques dizaines d'euros, il faut le faire. Et puis, Mmh. un logiciel de sécurité, c'est toujours mieux, type EDR. Et je voudrais dire parce que je suis pas une bonne élève, mais je vais changer parce que sinon vous s'il y en a qui me regardent et qui sont des des hackers ou quoi, ils vont dire: «Ouais, il y a des failles de sécurité». Non, non, ça me sert de leçon tout tant qu'à à vous. Quand je vous rappelais les statistiques de du début de l'interview, c'est pas, quelque chose qui arrive qu'aux autres, loin de là, en fait. Et le jour où ça vous tombe dessus, ça peut complètement, dans le pire des cas, faire perdre de l'argent, enfin dans le pire des cas, dans certains cas, faire perdre de l'argent, dans d'autres, carrément vous faire, heu, fermer votre business, quoi. Donc c'est pas anodin. On a l'impression que c'est bon, bah, quand j'aurai le temps, enfin moi je sais qu'à l'époque c'était bon, il faudra que je m'en occupe quand j'aurai le temps. Bah, le jour où ça tombe dessus, voilà. Et c'est vrai que ce que tu dis sur tous les espaces ouverts, les gares, les hôtels et cetera où, il y a beaucoup de personnes qui sont, en déplacement et ça fait partie de nos pratiques habituelles, hein, de nous brancher un peu n'importe où. On se rend pas forcément compte, c'est bien d'avoir la piqûre de rappel que Mmh. tu donnes là Oui, pour, donc ouais. faut mettre une prise électrique, il faut pas utiliser les connecteurs USB. Pour finir, on a vu de nouveau, pardon, des clés USB pirates avec des logiciels malveillants distribués dans des endroits publics. Si vous D'accord. voyez une clé USB par terre, ne cherchez pas à savoir à qui elle est. Vous la mettez à Mmh. la poubelle, vous épargnerez les gens qui savent pas qu'il faut les mettre à la poubelle. En fait, votre clé USB, si vous la mettez dans votre PC, elle peut très bien prendre le contrôle de votre PC, mettre en place un keylogger, ouvrir un tunnel et donc vous vous retrouvez sur alors je parle de votre application Mocker si vous êtes en particulier, mais ça peut être, quand vous vous connectez à votre entreprise. Donc tu Mmh. parlais des crises cyber. J'ai 5 conseils. Réagir vite. N'attendez pas, c'est très grave. Dès que vous avez un doute, il faut réagir vite. Il faut le signaler sur une plateforme à votre fournisseur informatique, sur cybermalveillance, il faut aller chercher de l'aide. Si vous êtes assuré, c'est mieux. Les assurances pour les TPE, PME coûtent quelques dizaines d'euros par an. Prenez-en. Si vous êtes sur une PME, une ETI, faites un plan pour passer assuré. Donc, il y a un certain nombre de critères à respecter. Faites appel à un Et courtier. ces assurances, on les trouve où? Enfin moi c'est Alors, une bah, question tu bête tapes méchante. assurance cyber sur Google. Ouais, Je vais pas pouvoir d'accord. vous OK, répondre, on mais trouve aussi tu tapes facilement que ça, il y a pas de ah voilà, il y a pas oui, de bonne et pratique. tu as même des recherches, des moteurs de recherche qu'il inclut, dans les responsabilités civiles professionnelles. D'accord. Et sinon, toutes les compagnies d'assurance, les plus grandes font de l'assurance. Alors comme on travaille avec toutes, et avec tous les courtiers, j'ai pas cité de partenaire en particulier. En tout cas dans ça, donc on contacte une assistance cyber, on dépose plainte. Alors à quoi ça sert de déposer plainte? Ça prend du temps parce qu'en fait la plainte, c'est pas une pré-plainte sur internet, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie. Vous exigez de prendre plainte. En fait, si vous êtes assuré et que vous voulez être remboursé, il va falloir porter plainte dans les 72 heures. Il faudra aussi faire une déclaration à CNIL si vous pensez qu'il y a des données personnelles qui ont été extraites. D'accord? Donc, c'est sous les 72 heures. Et ça, il faut vraiment le faire. Alors, la plainte, elle va servir aussi à avoir un faisceau d'indices pour euh, euh, démanteler les réseaux. Et il y en a des réseaux qui sont démantelés tous les jours. Et pour finir, ne répondez pas aux demandes de rançon. N'interagissez pas avec le pirate. Il sera plus il sera plus fort que vous. Et même si vous vous sentez, mais des fois, on se sent un petit peu cow-boy. «Ah, c'est pas Mmh. possible». Non, ne vous lancez pas là-dedans. Restez, demandez à des professionnels et peut-être que vous conseilleront, mais sur le coup, par défaut, n'interagissez pas avec eux. Voilà, donc ça, c'était D'accord. les points de Oui. réaction quand on est attaqué. Et puis après, on s'exerce, on prend attache avec un expert cyber, avec un cabinet de conseil. Il y a des petites missions, ça coûte quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros selon la taille de l'entreprise. Et on s'exerce, on écrit une stratégie de gestion de crise, un plan de gestion de crise, on fait des exercices de crise. Et tout ça pour l'écrire, mais on va avoir besoin de business analysts en plus, parce que les Mmh. biocérales, on va parler pour analyse de risque avec des méthodes, mais pour écrire un scénario de gestion de crise, ben, on va avoir besoin d'imaginer des éléments et pour que ce soit très efficace, on va rencontrer direction métier et on va utiliser des techniques de business analyse. Oui, parce que toi, pour reprendre ton et on va terminer peut-être là-dessus parce que ça fait, déjà une belle interview, mais pour reprendre ton exemple des hôpitaux, par exemple. Donc toi, tu as identifié les risques, tu as
identifier l'impact aussi de la menace que ça peut avoir sur, l'hôpital et après, bah, tu as proposé des plans de réponse. Comment tu vas accompagner, en fait cette gestion du risque cyber, auprès des hôpitaux et des Alors, ce que je vais collaborateurs de faire, l'hôpital? par exemple, c'est, on écrit des documents, d'accord? Là, ça s'appelle GRC, gouvernance, risque et conformité, pardon. GRC, gouvernance, risque, conformité. On écrit des documents, une PSSI, une politique, un plan de continuité d'activité, une stratégie de gestion de crise, des fiches réflexes. On écrit tout ça. Mais il faut voir si ça fonctionne. Donc, c'est comme les sauvegardes, il faut les tester. Donc là, on va écrire un exercice de gestion de crise. Et dans cet exercice de gestion de crise, par exemple, on va dire, il n'y a plus d'informatique au service des urgences. OK, mais on ne va pas prévenir le service des urgences avant. On va le faire le jour de l'exercice. L'exercice, on a D'accord. mis au point avec la direction générale. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a bien des procédures dégradées, évidemment. C'est des hôpitaux, il y a des plans blancs. Enfin, en termes de gestion des risques, ils sont prématures. Mais on peut se retrouver à un moment précis où on ne se rappelle plus comment utiliser la procédure en mode dégradé. Et quand on a un flux d'urgence, de patients en urgence à admettre, on a bien du papier, mais OK, mais est-ce que l'imprimante, elle fonctionne? Ah, je ne sais Mmh. pas. Est-ce que la photocopieuse fonctionne? Oui. Normalement, ça fonctionne sans informatique, une photocopieuse. Mais en fait, il y a tout ça qui va être révélé avec un exercice. Si on ne fait pas d'exercice, on pense qu'on est paré, mais on ne le sera pas. Donc, on élabore ces scénarios de risque, ces analyses de risque, on travaille à mettre en place des mesures opérationnelles. C'est pas un cabinet de conseil qui le fait, c'est plutôt un intégrateur, une ESN ou des sociétés spécialisées en cybersécurité qui vont intervenir, mais de manière opérationnelle. On travaille avec des centres d'opération de sécurité. Et puis, nous, on va les accompagner pour piloter ces activités parce qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait le faire, on sait le piloter, mais on ne va pas le faire nous. Donc, on va les accompagner comme ça. Et puis, les exercices, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de tel pour vraiment s'améliorer. Donc, l'important dans un exercice de gestion de crise, c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour d'expérience. Et c'est vraiment ça qui sera primordial pour que cet exercice ait servi à quelque chose. C'est pas de se faire peur. L'idée, c'est de s'améliorer. C'est très clair et c'est passionnant. Donc pour, reboucler avec la business analyse, effectivement, là, enfin, pour celles et ceux qui connaissent déjà assez la business analyse, vous voyez bien que c'est une spécialisation. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la cybersécurité, ça n'est pas, juste des hackers, des geeks dans leur chambre qui sont habitués à bypasser les systèmes de sécurité. C'est vraiment des problématiques d'entreprise parce que derrière, ça peut carrément faire mourir des entreprises, ça peut leur faire perdre beaucoup d'argent, des parts de marché, et cetera. Enfin, comme tout ce que tu as expliqué, tout à l'heure. Et donc, en fait, le business analyst, en tout cas le praticien en business analyst, lui, ce qu'il fait, c'est lorsqu'il y a une anticipation d'un risque ou d'une opportunité ou que celui-ci est déjà là, eh bien, il va essayer de proposer la meilleure solution possible pour répondre à ce risque ou à cette opportunité. On voit bien que là, dans tout ce qui est cybersécurité, on est pile poil dedans. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que c'est logique que l'IIBA et proposer une certification de business analyst spécialisée en cybersécurité. Comme tu dis, les disciplines se combinent très bien entre elles. Donc, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications qui, j'espère, vont peut-être donner envie à certains de se spécialiser. Et puis, je terminerai par, pour celles et ceux qui ont envie de te faire intervenir, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Comment ils peuvent te contacter? Alors, j'ai un profil LinkedIn qui me ressemble, donc Gaël Payet, Payet comme la paille avec un T, et j'ai une adresse email, c'est gaël.payet@inquest-risque.com ou Gaël Qu'on Payet. mettra dans la vidéo, Voilà. dans la barre de description de la vidéo. Gaëlle, je te remercie infiniment. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour clôturer cette, interview? Merci beaucoup Alice et j'attends beaucoup de business analysts dans le monde de la cybersécurité parce qu'on a besoin d'eux. Merci encore et à toutes et tous, j'espère que cette interview vous a éclairé, vous a apporté des informations complémentaires et ouvert peut-être, sur d'autres disciplines ou d'autres spécialisations et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde et merci encore Gaëlle. Au revoir, à bientôt.